Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, de l'athlétisme mais aussi de la boxe qui occupera notre rubrique exclusivité. Nous jetterons surtout un regard sur le noble art, désigné toujours comme la discipline qui aura donné le plus de lauriers au sport béninois à l'international. Le football s'invitera aussi au festin ce soir, mais ce sera de façon mixte. D'abord, le volley féminin qui sera consacré au championnat national dont le bouquet final pour l'attribution du titre de la saison est désormais connu. Pour l'assaut final, on aura droit à Ayinovi FC qui affrontera bien sûr Elite Football Club comme ultime affiche. Enfin, le volley masculin mettra la lumière sur les sélections nationales de catégorie d'âge. Il s'agira surtout des scolaires et des moins de 17 ans qui sont en chantier depuis quelques semaines pour les joutes à venir. Pour les U17, c'est même imminent avec la Coupe de l'UFOA dont le coup d'envoi sera donné jeudi prochain au Ghana. Les Guépards cadets, eux, ont déjà pris leur quartier général au pays d'Abedi Pelé. Dans cette émission, nous aurons en ligne le sélectionneur national Urbain Ronfort. Voilà la charpente de notre aventure de ce soir. L'un des grands témoins ce soir, c'est mon confrère Arthur Sello, journaliste et reporter sportif qui officie à Abanuto. C'est un site web. Arthur, bonjour. Bonjour Narcisse, bonjour chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. Voilà, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, mon collègue Candide Hueto, vous êtes bien sûr là pour notre habituel tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Candide, bonjour. Narcisse, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, mais voici, avant bien sûr de vous installer, voici ce qu'il faut. Voilà, nous allons partir pour le tour d'horizon de l'actualité. Ce sont des informations glanées ça et là. Évidemment, on ouvre le tour d'horizon de ce lundi par cette bonne nouvelle. Le Bénin vient à nouveau de s'illustrer à l'international. C'est au niveau des sports de combat, le kickboxing, pour être bien sûr plus précis. Oui, le kickboxing béninois a été mis au devant de la scène dans la sous-région ce samedi 11 mai 2024. C'est un chaos écrasant au premier round qu'a réalisé le kickboxer béninois Anould Nouati pour son premier combat international. Sur les images, vous verrez bien entendu de quoi il s'agit. Un jeune de 30 ans qui a découvert la discipline il y a moins de 2 ans et le voilà qui représente le Bénin à un rendez-vous important. Il est dans un couleur bleu et dans un couleur rouge, bien entendu, vous verrez comment le Béninois se défend face à son adversaire qui a porté un short rouge. C'est celui-là qui est bien entendu dans un short bleu. Anould Nouati, du haut de ses 1,80 m de taille, a terrassé sans répit son adversaire ivoirien Amangwa Diongo dans la catégorie de 85 kg. Suivons ensemble en 60 secondes comment on en est arrivé à ce chaos dès le premier round. C'était au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire. Espère repartir avec la deuxième ceinture. Africa Open Combat. Vous l'avez constaté, le kickboxer béninois Anould Nouati. Avant ce combat, c'est 5 combats, 5 victoires et 0 défaites pour le kickboxer béninois. Sur les images, il va recevoir sa ceinture, la toute première à l'international et à l'Africa Open Combat. Faut-il le souligner? Il a donc la possibilité de maintenir cette ceinture en cas de victoire à la prochaine édition de la compétition, puisqu'il faudra encore la remettre en jeu. Ah, tout à fait. Arthur Sello, ces images vous inspirent quelque chose? Oui, c'est de la fierté d'abord, la fierté de voir que les couleurs béninoises ont été bien défendues à l'international en Côte d'Ivoire dans une discipline qu'on
connaît à peine au Bénin. Évidemment. Et il faudra promouvoir ces combats-là pour permettre aussi aux jeunes de vite s'adapter. Tout à l'heure, on a dit que le kickboxer a connu la début il y a 2 ans. Évidemment. Pour le sport de haut niveau, il faut aller plus tôt. Donc, il faut travailler à ce que les jeunes aillent plus tôt à ce sport-là. Tout à fait. Voilà la performance de l'athlète béninois à cette ajoute en Côte d'Ivoire. Vous avez une nouvelle brève pour nous? Évidemment, une bonne nouvelle ce soir. Noélie Yarigo est désormais qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qui réjouit le plus est que le Bénin n'ira pas au prochain JO grâce au principe d'universalité en athlétisme. La guéparde de la Pondiari l'a promis lors de son retour au pays pour présenter sa médaille de bronze remportée au championnat du monde en salle. Eh bien, ces choses faites depuis le vendredi dernier. C'était à l'occasion de la Diamond League à Doha, au Qatar. La spécialiste béninoise des 800 mètres a terminé 3e avec un chrono d'1 minute 58 secondes 70. L'un de ses meilleurs temps, et cette 3e place est bien entendu synonyme de minima olympique acquise pour l'Amazone béninoise qui est directement qualifiée au JO de Paris 2024. On va passer une information en bref, bien entendu. Ça sera la discipline de l'aviron consacrée au football. Cette fois-ci, c'est bien sûr la course du pirogue et de pédalo. Il s'agit d'une formation de niveau 1 initiée au profit des formateurs grâce à l'appui du Comité national olympique et sportif béninois. Comme annoncé, la formation a effectivement eu lieu. Le démarré hier dimanche à Poso Tomé pour le dérouler. C'est l'expert tunisien Faisal Soula qui est dépêché au Bénin pour assurer cette formation. 15 stagiaires retenus par la fédération qui prennent part à cette formation en présentiel, laquelle sera majoritairement pratique après l'étape théorique suivie en ligne. Cette formation est un programme de développement du système sportif national. Elle va s'étendre sur 7 jours. Il faut souligner qu'à l'ouverture, il y avait des cadres de la fédération, le représentant du ministre des Sports du Bénin et le secrétaire général du Comité national olympique, M. Fernando Ressou. Tout à fait, mais on ne va pas passer sous silence la performance de Noélie Yarigo à Tucelo. On s'attendait tout de même à ce qu'elle réalise les minima dans l'optique des JO. Oui, on s'attendait à cela, mais on ne savait pas si ça viendra tôt ou ça viendra tard. Un peu plus tard, oui. Évidemment, quand ça vient tôt, ça permet à l'athlète de bien se préparer à la compétition et on salue la performance de l'athlète qui, depuis longtemps, a toujours faillamment défendu nos couleurs nationales. Voilà qu'elle a réalisé les minima, qui veut dire que, comme l'a souligné tout à l'heure Candide, nous irons aux Jeux grâce à l'universalité des Jeux, mais aussi parce que nous aurons des athlètes qualifiés. Et Yarigo a ouvert la voie. Maintenant, elle va bien préparer la compétition. Avec beaucoup plus de sérénité. Avec beaucoup plus, parce que il aura en tout cas, le calendrier sera bien déterminé. Elle va choisir maintenant les compétitions qui vont permettre que sa performance soit plus... Elle aura mieux se concentrer. Mieux se concentrer sur la préparation. On salue, on espère que la préparation se passera bien. Tout à fait. D'ailleurs, son dernier fait d'âme, il faut le rappeler, c'est la médaille de bronze obtenue à un championnat du monde en salle sur les 800 mètres d'âme. On passe maintenant au football. Les Guépards U18 scolaires du Bénin qui vont prendre bien sûr leur départ pour la Chine dans les prochaines heures. Et ceci dans le cadre de la Coupe du monde scolaire des moins de 18 ans. Et oui, ce lundi 13 mai 2024 marque la fin des 10 jours de stage bloqués pour la préparation des Guépards scolaires U18 en vue de leur participation à la Coupe du monde scolaire 2024. Et ceci après leur premier regroupement tenu au mois de février dernier. La préparation de Séverin Dankra et Seb Paulin a démarré. Demi-finaliste de la précédente édition au Maroc a été meublée de 2 séances d'entraînement par jour et de quelques matchs amicaux. La délégation béninoise prend des pas de Cotonou ce mardi pour rallier Dalian en Chine où va se tenir cette échéance scolaire mondiale des moins de 18 ans du 17 au 27 mai
prochain. Pendant ce temps, la U15 scolaire s'active de leur côté pour la CAN U15 Zanzibar 2024 depuis jeudi dernier. Le coach Edmé Kodjo et ses poulains ont encore quelques jours devant eux pour la préparation avant de prendre départ pour la compétition prévue se tenir du 21 au 24 mai 2024. Voilà 2 compétitions pour les catégories d'âge auxquelles le Bénin s'est habitué ces dernières années. Oui, et c'est avec fierté qu'on aborde le sujet parce que c'est des jeunes qui vont plus tard, avec l'expérience, être un vivier pour les autres catégories et l'équipe senior. Et je me réjouis de voir au niveau des U15 un habitué, un formateur qui connaît la matière et qu'on a mis à cette place-là. Et véritablement, on a confiance en ça et on espère bien que avec le temps, la mayonnaise va prendre parce qu'il faut du temps. C'est des jeunes en apprentissage. Il ne faut pas vite aller, en tout cas, exiger trop d'eux. C'est l'apprentissage, il faut permettre à ces jeunes-là de mûrir, d'acquérir des expériences et pouvoir développer leur potentiel. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas que à chaque compétition, quand ça ne marche pas, qu'on jette tout. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner des moyens surtout et les regrouper à chaque fois. Et je trouve que même si on aurait toujours souhaité qu'on commence tôt la préparation, mais j'espère qu'avec cette préparation-là, ils iront faire ce qu'ils, en tout cas, ils iront montrer le potentiel qu'ils ont. En eux. Et on viendra ici se réjouir de leur prestation, même si ils ne sont pas, en tout cas, ils ne décrochent pas le trophée par la préparation, parce que pour les jeunes, c'est d'abord la joie de participer, la joie de jouer au football. Si sur le terrain, on sent que ces enfants sont épanouis, c'est déjà un début. Du moins ce qu'on a vu au niveau de leurs aînés l'année dernière, pour ce qui concerne les scolaires, bien sûr. De toutes les façons, vous le disiez au début de votre intervention, ils sont sous une très bonne houlette. Edmé Kodjo, c'est quelqu'un de très connu dans ce domaine, un formateur bon teint, qui va apporter son expérience dans ce domaine. Et dans le cadre du tournoi UFOA B U17 qualificatif pour la CAN de la catégorie bien, les Guébards U17 du Bénin ont tenu cet après-midi chez Candide une énième séance d'entraînement. Évidemment, arrivé à Accra dans la journée du samedi après le escale à Lomé, Urbain Enfant et ses poulains ont tenu cet après-midi leur deuxième séance d'entraînement en terre ghanéenne. C'était sur l'un des terrains annexes de l'université d'Accra, ayant rallié la ville ghanéenne à 4 jours du tournoi dans le but de bien s'acclimater avant ce tournoi. Les Guébards U17 continuent de peaufiner leur préparation. Il est à noter qu'au lendemain de leur arrivée dans la capitale ghanéenne, les cadets béninois ont tenu leur première séance dans la matinée d'hier dimanche sur les mêmes installations. Faut-il le souligner, en vue de ce tournoi, la sélection cadette a débuté sa préparation le vendredi 3 mai dernier à Cotonou, une préparation ponctuée de plusieurs matchs amicaux avant de rallier la ville ghanéenne où se déroulera la compétition. Et bien entendu, ça sera du 15 au 28 mai 2024. Pour le compte de ce tournoi, le Bénin entre en compétition le samedi 18 mai prochain. Ça sera face à la Côte d'Ivoire, le tenant du titre. Alors, tout à fait, on va y revenir tout à l'heure. Ce sera d'ailleurs le sujet qui fera l'objet de notre rubrique Grand Angle. Alors, ce soir, on va aborder, Candide, les différents résultats des championnats nationaux. La 16e journée de la Super League, par exemple, a eu lieu ce week-end. Évidemment, au total, 8 rencontres ont été disputées ce week-end et on compte juste 3 victoires en déplacement au stade René Pleven d'Akpakpa. Dynamo d'Abomey s'est imposé à son homologue de l'AS Cotonou pour un score d'1-0. Même score pour la victoire de l'Autopopo devant Coton FC de Ouidaï. Pour celle de Dadier à domicile face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Entre la jeunesse sportive de Pobey et Damissa, les filets n'ont pas du tout tremblé. Sconnu les Vierges. Également entre Espoir FC de Savalou et les Requins de l'Atlantique. Match nul, un but partout entre Banigansé et Aïma FC. Et puis enfin, un point nul, un point empoché par les Dragons de Lemay face aux éléphants de l'Est Tarkouné à domicile ce week-end. Et ceci après une série de 3 défaites consécutives depuis le début de la phase retour. Un autre score nul, cette fois-ci de 2 buts partout entre
l'US Cavalier et Sobemap Sport. On aborde la Ligue Pro Suite. À présent, la Super League Pro va continuer cette semaine, mais en Ligue Pro Suite, tout est fini. La 10e et dernière journée de cette phase réservée aux 20 équipes qui n'ont pu se qualifier pour la Super League Pro s'est aussi déroulée ce week-end. Pour les résultats dans la zone A et B, Buffle s'est imposé par 3-1. À l'Est, Tonnerre par un score de 2-1 au UFC, Dynamo FC de Parakou, Dynamique FC de Djougou se sont imposés respectivement à Ponte FC, Real Sport et Abeille FC. Beke FC a pris le meilleur 1-0 sur Soleil FC. Dans la zone C et D, DF FC et l'AS Police se sont neutralisés par un score nul et vierge avant qu'Omnisport a déroulé devant Aziza par un score de 3-0. Asvo et la jeunesse athlétique de Ketou ont dominé Adidia FC et Ainovi FC par un score d'1-0. Il faut retenir qu'à l'issue de cette 10e et dernière journée de la Ligue Pro Suite, Soleil FC et DFA FC sont officiellement relégués en Ligue amateur, synonyme de la Ligue 3 masculine, au profit de Boa FC de Sinondé et Sitatunga FC d'Abou-Nkalavi, respectivement champion et vice-champion de la saison 2023-2024 en Ligue amateur. Tout à fait, on va faire un retour sur la Super League à Tuyorcelo, la rencontre au sommet de cette 16e journée. C'était Koto FC et Loto Popo, avec la victoire en déplacement des gens de Grand Popo. Ouais, victoire, on va dire méritée, parce que sur l'ensemble de la rencontre, on a vu une équipe de Loto Popo concentrée, tactiquement bien disposée sur le terrain, qui très tôt, l'équipe a marqué très tôt et ensuite a géré la rencontre face à une équipe de Coton qui, après avoir encaissé, n'a pas affiché une sérénité. Ils ont beaucoup plus douté pour la suite de la rencontre et n'ont pas pris le temps de mieux gérer leur jeu, de construire le jeu pour aller. Ils sont allés trop vite. À chaque fois, les actions ne sont pas bien préparées. Et on est précipitation. Et à la fin, vous voyez, en première partie, il aurait pu encaisser 3 buts parce qu'il y a eu un poteau et une balle transversale pour l'auto après l'ouverture du score. Donc, c'est la logique. On note quand même une constance au niveau de l'auto. Depuis la phase aller, l'auto Popo a quand même s'il a reçu des rencontres, il y a parfois quelques incorrections. L'auto Popo est un peu constant, que ce soit sur cette année ou sur la saison passée. Ce qui montre qu'un travail est en train de faire et il faut, avec des années, il faut cette constance-là pour permettre à l'équipe d'avoir la mentalité de gagnant, d'être régulière et aussi de participer aux compétitions africaines, parce que c'est en multipliant que l'équipe va avoir de l'expérience et étoffer son effectif pour aller. Quand vous allez une fois et vous prenez des années avant de repartir, c'est difficile. Cette chose-là. C'est difficile de parce suivre le que rythme. ces compétitions, au-delà de l'aspect technique, il y a le mental et l'expérience du haut niveau. Tout à Donc, fait. En tout cas, l'auto est en train de montrer la conscience, c'est au niveau de Coton qu'il faut revoir un peu, parce que quand vous avez un entraîneur comme Soinka sur le banc, quand vous êtes mené, vous ne paniquez pas. Vous prenez le temps, parce que c'est en début de partie. Donc, vous prenez le temps de construire et d'aller vers le but. Quand on est précipité sur un match de cette envergure-là, on passe à côté. C'est 2 cadors du football actuel béninois. Donc, il fallait avoir un peu plus de sérénité, de patience pour aller réduire, en tout cas aller égaliser et espérer avoir la victoire. C'était quand même un pari gagné pour Abdoulaye Ouzero, qui a pris les rênes de l'Auto Popo après le départ prématuré de Saturnin Ibela de la tête de l'Auto Popo. Il annonçait en conférence de presse d'avant-match qu'il allait remporter ce match, même si le coach de Coton avait commencé par entraîner en football au moment où lui, il commençait pas à jouer le football. C'est vrai que l'expérience de Zoïka face à la jeunesse un facteur déterminant, mais le football aussi, c'est ça. Il n'y a pas une réalité absolue. Tout à fait. Quand vous voyez la physionomie du match, on ne dirait pas, on ne va pas dire que Abdoulaye Ouzero n'a pas donné quelque chose à cette équipe-là. Évidemment. Et pour saluer sa première expérience, vous avez vu le but de Gaston Mbouedji.
il frappe bien. Ça Un donne superbe plaisir. but. Avec l'Autopopo qui, il faut le dire, a présenté beaucoup plus de certitude au cours de cette rencontre. Du football toujours, mais nous allons changer de genre et parler du championnat féminin de première division. La dernière journée de la phase zonale du championnat féminin de première division justement qui s'est déroulée ce week-end a livré son verdict pour la finale. C'est l'équipe d'Aïnovi FC des Football Club féminin bien sûr qui va découdre avec Elite AC de Parakou ce week-end. Aïnovi FC s'est largement imposé face au promu Aigle Royal, score final à 3-0. Voici le résumé de cette rencontre. Voici l'une des rencontres de la phase des zones du championnat féminin de première division féminine. Aïnovi FC féminin, habillé en orange et noir, reçoit dans son antre le promu Aigle Royal, vêtu d'un maillot vert. Pour cette explication, l'équipe d'Aïnovi FC féminin, leader de la zone jusque-là, a toutes les attentions sur elle puisque sa qualification pour la finale n'est pas encore acquise. Son dauphin au classement dans la zone, Sam Nelly n'est qu'à 3 unités de sa position. Et donc, sa qualification est au dépend d'une victoire sur son adversaire du jour. Dans un état d'esprit conquérant, les filles d'Aïnovi FC trouvent le chemin défilé à la 3e minute de jeu. La tâche se montre aisée d'entrée pour elles, mais en face, les visiteuses vont multiplier les offensives dans l'intention de remettre les compteurs à égalité. Malgré les occasions créées de part et d'autre, le score est resté à 1-0 jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, Aïnovi FC revient avec beaucoup plus d'ardeur, mais le manque de réussite dans la zone de vérité laisse les offensives non fructueuses. Malgré le carton rouge écopé, les filles venues d'Adiara se montrent encore ambitieuses dans la partie. Les locales vont faire le break avec 2 autres buts marqués, respectivement à la 78e et 93e minute de jeu. Score final 3-0. Oui, on remercie Dieu, mais le match c'est pas facile. On a commencé avec des difficultés jusqu'aux premières 20 minutes là. Mais en la première mi-temps, au moins on a metté pour gagner un but. Donc, pour vous dire la vérité, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui là, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a fini en beauté. C'est un match, soit tu perds, soit tu gagnes, ou c'est un match nul. Et les joueuses là, bon, il n'y a pas de concentration. Aussi, il n'y a pas aussi la qualité, quoi. Avec cette victoire, les Oranges et Noirs valident leur billet pour la finale de la première division féminine saison 2023-2024. Elles seront face à leurs homologues d'Elite AC de Parakou qui de leur côté ont concédé ce week-end leur toute première défaite de la saison devant Léopard Omnisport d'Abomey. La finale va se disputer le 26 mai prochain au stade Omnisport de Grand Popo. Voilà, victoire avec panache, 3-0 de Aïnovi face bien sûr à Aigle Royal Candide. Évidemment, et donc rendez-vous dans 2 semaines pour l'affiche finale qui va déterminer l'équipe championne de la première division féminine saison 2023-2024 et ça sera entre Aïnovi FC féminin et bien entendu Elite AC de Parakou. Mais comment est-ce que le club de Porto Novo entend aborder cette finale? La question a été posée à l'entraîneur d'Aïnovi FC féminin et voici sa réponse. Le final ne me plaît pas. Comment ça, final contre Elite là. Par la gare, moi je suis à l'aise. Je sais que dans les championnats de cette saison, c'est pour nous, c'est pour Aïnovi. Moi je ne peux pas d'Elite. Mais il peut aller amener tout au choix là, tout ça là. Moi je sais que cette saison là, Dia a écrit ça et c'est pour Aïnovi. Je vais connaître un peu de les jeux quoi. Parce que je vais sauver les matchs d'Elite cette saison 2 fois quoi. Donc je sais comment je vais planifier mon équipe le jour là. Comment on va jouer contre Elite. Je sais comment on va jouer contre Elite. Parce que au moins je connais quelques joueuses là-bas quoi.
Voilà, c'était l'entraîneur de Aigle Royal ou de Aïnovi FC. Bien sûr, victoire victorieuse 3-0 face à Aigle Royal. Quand on voit à Tusselo, on voit ces images, on voit on voit déjà les fruits de la régularité au niveau de ce championnat féminin. Oui, quand vous donnez la chance aux jeunes de répéter les actions de chaque week-end et après la saison, une autre saison est planifiée, on commence. Ça devient une habitude. Elle répète les efforts, elle répète les exercices et ça commence par donner la régularité. On l'a vu, des filles qui sont capables de tenter des gestes comme au niveau des garçons. C'est bien à voir et on va prier pour que à la formation qu'on travaille aussi sur ce volet-là parce que c'est vrai, c'est un début. Le football féminin est encore dans ces moments de balbutiement au Bénin. Tout à fait. La 4e saison régulière. Oui, régulière. Donc il faut surtout travailler au niveau des entraîneurs aussi pour que la qualité monte. De toutes les façons, les automatismes en naissent et c'est tant mieux pour le football féminin au Bénin. C'était bien sûr les informations glanées ça et là tout au long de cette semaine. Place à présent à notre rubrique Grand Angle. Notre rubrique Grand Angle de cette semaine qui met en lumière la sélection nationale de football des moins de 17 ans, les Guépards cadets, qui se préparent pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football dans sa zone B. Un tournoi dont le coup d'envoi sera donné jeudi prochain. On en parlait tantôt. Et joueurs et membres de l'encadrement technique du Bénin, eux, ont déjà pris leur quartier général depuis hier dimanche au Ghana. Le Ghana d'où nous avons en ligne le sélectionneur national Urbain Onfor. Bonjour. Bonjour à vous, Nassi Salosé. Voilà, nous sommes à 72 heures du coup d'envoi de ce tournoi UFOA B. Comment vont les troupes actuellement? Ah oui, il faut dire que le Bénin ne rentre en compétition que le 18 prochain. Voilà. Et pour l'instant, on profite encore de quelques jours que nous avons ici au Ghana pour mieux nous préparer, pour peaufiner notre préparation. Le groupe va très bien. Ce matin, on a eu l'étape de l'IRM. Nous attendons, disons, les résultats en fin de soirée, là ou en début de matinée demain. Et pour l'instant, ça va bien. On a eu notre deuxième séance d'entraînement aujourd'hui. Et pour l'instant, le moral est beau fils. Le groupe, les horaires sont très bien. Et on se prépare lentement, mais sûrement pour entrer en compétition le 18 face à la Côte d'Ivoire. On ne déplore aucun pépin physique, aucune blessure. Oui, il faut dire qu'après le match international amical contre les Togolais le vendredi 10 passé, nous avons eu 3 joueurs qui ont eu quelques pépins physiques, mais le staff médical est à pied pour les récupérer. Et nous avons eu 2 qui ont repris la séance collective aujourd'hui. On est en train de les surveiller, de voir l'évolution de leurs blessures. Et j'espère que tout le monde sera enfin disponible et ils seront prêts pour le match contre la Côte d'Ivoire. Ok, c'est vrai qu'au lendemain de la publication de la liste des joueurs, vous avez effectué une sortie médiatique pour faire le point sur l'effectif dont vous disposez. Est-ce qu'après quelques jours de préparation, il y a eu des changements au niveau de cet effectif? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de changement. Nous sommes envolés pour le Ghana avec 21 joueurs, dont on est ici avec 21 joueurs. Il n'y a pas eu trop de changements. C'est avec le même effectif qu'on est ici. L'effectif qui a fait le match contre le Togo, et c'est avec ce même effectif qu'on est ici. Donc, il n'y a pas trop de changements. C'est les mêmes joueurs que nous avons à disposition. On essaie de mieux les préparer parce qu'il faut dire à Cotonou, on n'a eu qu'une semaine de préparation. Et là, sur place, au Ghana, on aura également une semaine avant de jouer le samedi prochain. Je pense qu'il faudra mettre tout en œuvre pour que l'équipe soit vraiment fin prête pour entamer cette compétition. Dites-nous, pour cette QV, justement, les joueurs expatriés ont été annoncés. Est-ce qu'ils vous ont rejoint? Ils sont combien? Non, ils nous ont rejoints depuis Cotonou. Nous avons Essenou Jordan et puis Atoyinu Marvin, qui nous avait rejoint depuis Cotonou et qui était avec nous pour la préparation à Cotonou et pour le match contre Lomé. C'est vrai que malheureusement là-bas, ils n'ont pas pu faire leur entrée en jeu, mais ils sont actuellement avec nous pour la préparation. C'est nous, ça va très bien. C'est vrai que Marvin a eu un petit pépin
physique qu'il y a à l'entraînement au niveau des adulteurs, mais on est en train quand même de travailler sur ça et puis pour voir dans quelle mesure le récupérer avant le début de la compétition. Vous pouvez nous rappeler leur club ou centre de provenance? Oui, c'est Fleury 91 dans la région parisienne et Atoguinou Mavine, c'est Montferrand, toujours dans la région parisienne. Ah, tout à fait. On en vient maintenant à vos ambitions dans cette compétition Hubert Renfort. Je rappelle que le Bénin est logé dans le même groupe que le Ghana, pays hôte, et la Côte d'Ivoire. Nous savons aussi que ce tournoi est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Et pour y parvenir, il faut atteindre la grande finale à l'échelle sous-régionale. Performance que vous n'êtes pas parvenu à réaliser l'année dernière. Quels sont aujourd'hui vos objectifs cette année? Mais l'objectif, il est clair, c'est de nous qualifier déjà pour la demi-finale. C'est vrai que nous sommes dans une poule très relevée, avec la Côte d'Ivoire qui a été déjà équipe championne de ce tournoi qualificatif, je crois, lors de la première édition du côté de Lomé. Et après, le Ghana qui est un pays organisateur, qui est un pays anglophone difficile également à jouer, faire de football technique et puis d'explosivité. Donc voilà, c'est vrai que le groupe est relevé 7, mais nous avons quand même nos atouts à faire valoir. Je pense que nous, on s'est fixé comme équipe de nous qualifier, disons, pour les demi-finales au moins. Parce que l'édition passée, on a frôlé cette étape de demi-finale de justesse lors du dernier match face au Niger, où on a malheureusement perdu. On avait vraiment la possibilité de nous qualifier pour les demi-finales, qui allait quand même être le match décisif pour la qualification, disons, pour une CAN. Donc, je pense que l'objectif sera de sortir d'abord de cette pour se hisser en demi-finale. Il y a 2 places pour 3. Je pense qu'on va tout faire quand même pour faire partie de ces 2 places-là, histoire de nous retrouver en demi-finale. Et après, on verra bien quand on sera en demi-finale comment il faut négocier cette étape-là pour pouvoir quand même se hisser en finale, qui serait quand même synonyme d'une qualification historique pour la CAN cadette 2025. Donc, c'est très simple dans nos têtes, dans la tête des gamins. C'est vrai, comme je l'ai dit, on n'a pas eu autant de préparation sur place là-bas, mais je pense que nous avons un bon groupe, nous avons un bon collectif et je pense que nous allons tout faire quand même pour sortir d'abord de cette poule et après, on verra au fur et à mesure. Tout à fait. Et pour vous qui connaissez bien cette compétition, est-ce que le plafond de verre peut être vraiment brisé cette année vu les ressources humaines dont vous disposez? Oui, il faut dire que cette année, on a plus une équipe qui est plus collective. Vous savez, l'édition passée, on avait un garçon, Yamiro, qui était notre capitaine, qui nous sortait chaque fois des situations difficiles. Oui. On se remettait pratiquement à lui. Mais là, maintenant, je pense qu'on a un collectif fait de jeunes joueurs issus des centres de formation. Et je pense quand même qu'il y a plus de qualité au niveau de ces jeunes-là. Je pense que le plafond de verre, comme vous l'avez dit, est peut-être brisé à condition quand même qu'on soit plus judicieux dans nos choix, qu'on soit beaucoup plus clinique devant les buts. Parce que face à cette équipe de Togo, qui est une très belle équipe, d'ailleurs, il faudra le rappeler, mais je pense qu'on a eu des opportunités, on a eu des occasions, on a eu des situations. Mais dans la naïveté, surtout l'insouciance au niveau des jeunes, le fait de jouer solo les coups, de ne pas être beaucoup plus collectif, nous ont privé quand même de ne pas pouvoir marquer un but. Je pense que dans ce domaine, on peut être aussi clinique et efficace devant les buts. Je pense qu'il y a la place pour pouvoir marquer des buts parce que derrière, je pense qu'on est assez solide. On a un très bon gardien, une défense aussi assez solide. Dans l'ensemble, je pense qu'on a un bon collectif. Après, ce qui m'inquiète plus, c'est le temps de préparation qu'on n'a pas eu. Et vu l'enchaînement de matchs, il va falloir qu'au niveau médical, qu'on puisse quand même donner tous les moyens à nos staffs médicaux pour pouvoir gérer, disons, parce qu'on joue le 18 et derrière le 21, il faudra encore jouer 48 heures après. Donc, il faut récupérer, vu qu'on a un groupe réduit de 18 joueurs et 3 gagnants de but. Donc, il va falloir faire attention à ce côté-là. Et bien prendre en compte tous les paramètres, tout ce qui est gestion médicale et technique pour pouvoir quand même sortir le meilleur de ce groupe. Je pense que le plafond devait peut-être briser et nous allons tout faire pour y arriver. Voilà, vous l'avez dit justement, pour une équipe qui n'a évalué qu'une seule fois le travail abattu en préparation avec un match amical face aux voisins de l'Ouest, le Togo. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions par rapport aux exigences de cette compétition justement? Oh, pas trop d'appréhension, mais je pense que le match contre le Togo nous a servi de baromètre. Ça nous a permis quand même de nous confronter un peu par rapport, de nous juger par rapport à ce tournoi aux autres équipes. Quand ici sur place, le Ghana a battu le Niger 2-0, on a eu des informations. Le Togo n'est pas aussi trop loin du Niger ou bien de la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, je pense qu'on a les atouts et comme je le dis,
C'est vrai qu'on est dans un groupe très relevé, mais il y a les atouts quand même à faire valoir. Et je pense quand même que, bon, on n'a pas trop d'appréhension. Il suffit juste de bien aborder, disons, la compétition, de le prendre par le bon bout, de rester discipliné tactiquement. Parce que quand vous n'avez pas eu autant de temps de préparation au niveau physique, il faut vraiment jouer un peu sur, disons, la qualité tactique qui est, voilà, avoir un bloc équipe, pardon, bien compact, bien organisé, bien solide. Et voilà, dès qu'il y a récupération, se poser rapidement vers l'avant et faire mal à l'adversaire. Donc, je pense que nous allons jouer sur nos propres qualités en tenant compte également aussi de nos insuffisances au niveau physique. Mais je pense qu'au niveau, c'est au niveau tactique que nous allons essayer quand même, disons, de faire la différence. Maintenant, pour vous qui avez un peu d'expérience par rapport à ce tournoi, quel est le contenu du discours que vous tenez quotidiennement devant ces jeunes joueurs? Oui, nous l'avons déjà dit, nous aussi, ça fait notre 3e édition et nous avons vraiment mûri, on a acquis de la maturité depuis les éditions passées. Et dans l'approche de la compétition et notre approche, je pense qu'elle est différente par rapport à ce que nous avions vécu les éditions passées. Pour les jeunes, c'est très simple. D'abord, c'est une fierté pour eux d'honorer, de porter ce maillot béninois. Et lorsque vous portez ce maillot béninois, il faut l'honorer, il faut le mériter, il faut le mouiller. Je pense que c'est clair dans leur tête. Les Béninois ne sauront pas qu'on a eu une semaine de préparation. Les Béninois ne sauront pas les difficultés qu'on a eu depuis Cotonou jusqu'à venir ici du côté de Accra. Les Béninois seront devant leur petit écran le 18 face à la Côte d'Ivoire pour voir le Bénin gagner. Donc, voilà, ils sont au courant de ça et ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. On leur dit les choses franchement, même si c'est des jeunes, on leur dit les choses tout cru comme ça, qui comprennent un peu la nécessité de porter ce maillot. Et quand on porte ce maillot, il faut l'honorer. Il y a des millions de jeunes béninois qui auraient aimé être à leur place, mais c'est eux qui sont là. C'est une opportunité pour eux. Il va falloir, disons, la saisir et montrer au peuple béninois qui mérite vraiment d'être en sélection nationale U17. Eh bien, on vous remercie. Nous sommes au terme de cet entretien. Un mot pour conclure? Alors, je voudrais seulement inviter les uns et les autres à nous soutenir, parce que ce n'est pas évident, comme je l'ai dit, pour ces jeunes, mais ils sont conscients quand même de la mission. Aux différentes institutions qui gèrent notre football, de mieux nous entourer, avec les moyens, surtout au niveau médical, pour qu'après les matchs, on puisse avoir des bains de glace, avoir de la cryothérapie, avoir des massages, pour pouvoir quand même, parce que nous jouons tous les 2 ou 3 jours, et il faut quand même une bonne récupération. Parce que l'un des critères les plus importants, je pense, de la performance physique, c'est la récupération. Et cette récupération, ça a un coût. Donc je demande aux autorités de nous accompagner pour que les staffs médicaux puissent avoir des moyens à leur disposition pour pouvoir mieux s'occuper de ces joueurs-là. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas un groupe assez élargi, on a un groupe assez réduit. Et ce sont les mêmes qui vont pratiquement faire tous les matchs. Il va falloir les entretenir et les mettre d'aplomb pour qu'à chaque mois, ils soient aussi performants. Je vous remercie et merci au peuple béninois de toujours nous soutenir. Merci Hubert Onfoy. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur de la sélection nationale des moins de 17 ans et que vous êtes au Ghana. Vous nous appelez de quelle ville là au Ghana? On vous appelle d'Accra. Ah, ok, d'accord, vous êtes dans la capitale. Au niveau de l'hôtel à Mampoa. D'accord, vous êtes dans la capitale. Tout à fait. Donc, on vous souhaite bonne compétition et vivement que le plafond de verre soit brisé cette année, que le Bénin aille à cette Coupe d'Afrique des Nations. Des moins de 17 ans, Arthur Sello, voilà les propos du sélectionneur Hubert Onfoy, le surnommé Pep Guardiola du Bénin, pour ses choix tactiques, justement. Alors, dites-nous, que vous inspirent ces propos? Je vais d'abord le féliciter pour le travail, le décryptage qu'il fait de son groupe, de sa préparation, du match contre le Togo et de la suite à donner avant de rentrer en compétition. Ensuite, je vais déplorer avec lui. Quand il semble que les enfants veulent, mais les autorités ou bien tous ceux qui entourent le football, en tout cas, n'ont pas cerné la nécessité de mettre plus de moyens au niveau de ces jeunes. Oui. Quand vous avez d'ambition pour une compétition comme ça, où vous rencontrez le Ghana, la Côte d'Ivoire, vous ne commencez pas la préparation en une semaine. Pas du tout, alors. Ils ont commencé, ils ont fait 2 phases de préparation et ils devaient enchaîner. Il y a eu 2 semaines de coupure. Oui. Parce que on ne sait pas celui qui va continuer va prendre en charge l'équipe. Il y a toujours des problèmes administratifs. Les 2 premières étapes, c'était pour avoir l'équipe. Oui.
Parce qu'il fallait tester beaucoup de joueurs. Quand vous avez fini avec IM, vous avez l'équipe, il faut maintenant mettre l'équipe au travail. Et c'est ça là, on l'a fait en une semaine. Ce n'est pas normal. Et il faut dire publiquement maintenant que ne soyons pas exigeants envers les enfants pour cette compétition-là, parce qu'on n'a pas bien préparé. Ouais, vous faites déjà un travail psychologique par rapport au public sportif béninois. Oui, c'est ce qu'on doit faire. C'est des enfants qui sont encore en formation. Et vous les mettez dans ces conditions-là. N'exigez pas forcément d'aller. Si l'équipe arrive à atteindre l'état de demi-finale, on applaudit ça. C'est un couteau à double tranchant. Ces enfants peuvent se transcender aussi pour se faire remarquer. Et c'est ça. Quand ils feront ça, on les applaudira. Et on saluera le travail effectué par le coach et les enfants. Mais pas parce que les gens ont fait ce qu'il faut. Parce que quand on prend les seniors, eux n'ont pas le temps d'avoir une longue préparation. Parce que les exigences de club, et encore, ils sont déjà matures, ils peuvent mieux assimiler. Mais les enfants, il faut les regrouper d'abord à chaque moment pour les permettre de se connaître d'abord, de comprendre ce que le coach veut dire et d'avoir des automatismes. Mais quand vous mettez une semaine pour préparer une compétition, et qu'est-ce que le coach a dit? Il a dit avec l'enchaînement des matchs, ils ont un effectif réduit et qu'ils craignent qu'il y ait des blessures. Donc, il faut voir. D'abord, il faut bien équiper l'encadrement technique, l'encadrement médical, pour que ces enfants-là aient le moyen de récupérer. Sinon, on va les tuer. Et on ne mesure pas toujours psychologiquement ce qu'on fait aux enfants quand on ne les prépare pas bien et qu'ils vont dans les compétitions subir des échecs. Psychologiquement, pour la suite, c'est pas en tout cas, évident pour eux. En somme, ne pas envoyer les enfants à l'abattoir. Voilà, un seul match amical pour préparer cette compétition contre des géants de la sous-région. Je veux parler du Ghana et de la Côte d'Ivoire, connus pour leur régularité et dans ces catégories d'âge. Un seul match, je le disais, c'était face au Togo. À l'arrivée, score nul et vierge à 0 but partout. Nous avons été rejoints sur ce plateau par l'autre grand témoin du soir. J'ai nommé Edgar Adoukonou. Edgar, bonjour. Bonjour, Narcisse. Vous êtes là pour parler du noblard. J'en parlais dans les titres. C'est un sport, c'est le sport qui a donné plus de lauriers au Bénin, surtout à l'international. On ne présente plus la boxe aujourd'hui. Ce soir, on devrait recevoir le président de la Fédération béninoise de boxe, M. Pierre Henvy. Malheureusement, ils sont à une réunion au sein du comité exécutif, une réunion qui a cours jusqu'à ce soir. Donc, il n'a pas pu honorer le rendez-vous. Et parallèlement, nous avons pensé à un autre acteur, sinon un autre averti de la boxe au Bénin, Edgar Adoukonou, qu'on ne présente plus aussi, fils d'un monument de la boxe. Vous le connaissez, Barthélémy Adoukonou. Edgar, dites-nous, en tant qu'observateur de la chose, quel regard jeter aujourd'hui sur la santé de la boxe en général? La boxe au Bénin, bien sûr. Alors, merci Narcisse, comme vous l'avez annoncé. En ce qui concerne la santé du noblard, je crois que depuis quelques années, pour ne pas dire 2 ans, les choses ont commencé par aller plus ou moins comparativement à ce que nous avons connu. Vous savez que la boxe a connu une période de disette. Tout à fait. Il y avait plus de galas de boxe, des championnats qui s'organisaient à la va-vite. Mais depuis quelques années, avec l'avènement de ce comité exécutif, on a compris que quelque chose commence par se positionner. Déjà sur le plan administratif, quelque chose a été mis en place. Le bureau, aujourd'hui, un secrétariat en bonne et due forme, un siège surtout, vous savez. L'État béninois a décidé quand même d'assainir un peu le milieu. On n'a plus les fédérations dans les sacs. Au niveau de la boxe, ça a été respecté à la lettre. Nous avons un bureau à bord du forum, un secrétariat. Et on met ça en ce qui concerne les compétitions. Vous savez que organiser les galas de boxe ou d'autres événements, ça coûte les yeux de la tête. Et qu'au niveau du comité exécutif, on a senti qu'il y a une volonté aujourd'hui. La preuve, nous avons assisté aux championnats, les championnats départementaux et nationaux en matière de boxe à Boïcon. C'était à Boïcon, oui. Et c'était franchement, du point de vue technique, on a vu, il y a de l'espoir parce que nous avons vu des garçons qui se sont bien illustrés sur le ring, notamment avec les grêles olympiques.
à un projet cher au comité exécutif. Et que, pour assurer la relève au Nobla. Bien évidemment, puisque vous savez, par le passé, la boxe n'a pas toujours de relève, il n'y a pas un suivi en tant que tel. Aujourd'hui, Edgar Doukonou, du haut de ce plateau, peut affirmer que quelque chose se fait, puisque j'étais témoin oculaire du championnat national de boxe amateur féminin à Boycon. Nous avons vu ces garçons qui, franchement, ont épaté plus d'un. La preuve, le directeur départemental de Zou a même apprécié la qualité des compétitions des combattants. Et je crois qu'à ce titre, un travail a été fait et c'est le moment quand même de remercier l'encadrement technique qui s'est occupé de tout ça. On parle bien sûr de travail, c'est vrai, il y a un regain d'activité au niveau de la boxe, mais on a constaté que c'est resté au niveau de la boxe amateur. La boxe professionnelle, vous en parliez tantôt, avec l'absence, on note l'absence des galas internationaux de boxe, surtout des galas à titre en jeu. Comment on peut l'expliquer? Alors, vous savez, il y a plus de promoteurs, c'est ça? Oh, bon, pas pratiquement. Vous savez, les promoteurs, d'ailleurs, ça ne coupe pas les rues. Organiser qui n'organise pas un gala de boxe qui veut. Hein. Il faut avoir quand même les couilles, il faut connaître un peu le réseau, il faut avoir également les moyens. Vous employez un mot bien fort. Absolument. et nous avons toujours déploré par la suite que lors des compétitions, il n'y a pas une institution qui s'occupe spécifiquement de la boxe professionnelle. Aujourd'hui, ça a été fait, ayons le courage de le dire. Le comité exécutif dirigé par M. Pierre Révy a installé la Ligue professionnelle de boxe. Vous n'êtes pas venu ici pour les défendre de toutes les façons. Pas, bien évidemment, vous savez que... On aura le temps de le recevoir, M. Pierre Révy. Oui, mais quand c'est bon, il faut avoir le courage de le dire. Cette Ligue a été installée. Pour l'instant, rien n'y fibre. Il faut quand même organiser les choses comme cela se doit. Mais l'essentiel, on l'a clamé partout. La fédération l'a fait. Mais il va falloir que les acteurs aussi puissent quand même commencer par mettre les actions au pas. Et en ce qui concerne les promoteurs, les galas de boxe, je crois que nous allons revenir plus amplement sur ça. Mais quelque chose se prépare déjà dans les coulisses. Vous nous rassurez. Exactement. Edgar Doukonou reviendra, d'autres acteurs également pour la promotion du noble art professionnel. Vous savez, c'est l'attraction du noble art. Vous savez, quand on parle de boxe professionnelle, toutes les commodités qui ont tout, nous allons essayer. Il y a un travail qui se fait déjà en amont par rapport à ça. Et d'ici là, vous allez voir, la boxe béninoise va retrouver ses lettres de noblesse et à travers des actions aussi pointues. Par le passé, elle était la discipline de consolidation des néo-breux du sport national. Elle a perdu un peu de son élan. Mais déjà, avec ce qui est mis en place, avec les réformes et autres, bon, ça peut commencer par... Il y a un travail méthodique qui se fait en sourdine au niveau de la fédération. Exactement. Que nous soutenons, bien évidemment. Voilà, vous parliez tantôt des promoteurs. Organiser un gala, ça coûte les yeux de la tête, mais il y a tout autour, il y a le sponsoring quand même. Les sponsors, c'est ce qui manque sur le terrain. Et c'est le gros problème au niveau du noble art professionnel. C'est le sponsoring. C'est vrai, nous avons la chance aujourd'hui que l'État a instauré la TDS qui permet quand même aux entreprises de financer les sports professionnels, notamment les athlètes ainsi que en tout cas, la nationale que vous savez. Mais au niveau de la boxe professionnelle, on sent qu'il y a une hésitation et ceci s'explique par les actions qui ont été menées entièrement par les acteurs. Vous voyez, il n'y a plus la confiance en tant que telle vis-à-vis des entreprises. Il faut forcément mettre un cadre formel et c'est ce qui se fait d'ailleurs depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Et je crois que nous allons revenir en ce qui concerne les galas de boxe et ceci, mais déjà il faut rassurer qu'il y a une certaine volonté de la part des acteurs. Il y en a qui travaillent en coulisses et d'ici là vous verrez que la boxe béninoise va retrouver son poids. Le problème de sponsoring, ce n'est pas seulement au niveau de la boxe, il faut le dire. Bien d'autres sports sont confrontés à cette situation. Bon, aujourd'hui, il y a bien d'autres fédérations à qui des grosses firmes on donne leur crédit. Je veux parler par exemple de la Fédération béninoise de handball. Qui jouit quand même d'un énorme crédit de confiance. Celle de basketball même, qui joue aussi. Le cyclisme, voilà, des fédérations qui jouissent quand même d'un énorme crédit de confiance au niveau des sponsors quand même. Oui, il faut parler du sérieux que les acteurs même mettent dans le travail. Tout à l'heure, vous avez dit que le comité exécutif a commencé quelque chose. On espère vite voir les premiers fruits parce que le Nobla nous a apporté le Bénin. Après, il y a eu un vide. Un vide parce qu'on n'a pas su, préparer la réserve.
on n'a pas su mettre les structures qu'il fallait pour soutenir cet élan-là. Après, quand le comité arrive et commence la détection avec le projet Crème olympique, il fallait entretenir l'existant. Mais ça, on n'a pas senti qu'on a entretenu l'existant avant et tout en cherchant la relève. C'est ça, c'est sur ce point-là qu'est-ce que on fait actuellement pour ceux qui sont à maturité ou qui font déjà la boxe professionnelle. Il faut passer du temps pour que cette génération-là finisse comme ça. C'est sur ça il faut aussi travailler beaucoup sur ça. C'est vrai qu'au Bénin, on a un problème sérieux de sponsoring. Pas parce que à cause des entreprises, c'est tout ce qu'on doit mettre en place. Est-ce que c'est à cause des entreprises? On parle surtout d'une loi sur le financement. C'est seulement ce qui peut sécuriser les entreprises à investir. Les entreprises ne viendront pas pour rouler à pète ou pas du tout. C'est pas des philanthropes. Il faut mettre en place les structures, en tout cas les structures nécessaires, le cadre juridique nécessaire pour permettre à ces pour les sécuriser à ces entreprises de venir. Et aussi, il faut du sérieux des acteurs. Quand il aura du sérieux, quand on aura encadré tout ça par des lois, en tout cas, quand on aura un cadre légal clair, j'ai dit, clair, et que les acteurs vont travailler, vous allez voir. Parce que le noblat, le cyclisme, le football, c'est des sports qui traînent du foot. Les sports du peuple, c'est des sports du peuple. Alors, Edgar Adoukonou, il faut, quand on prend aujourd'hui le Sirail, sinon la grande famille des boxeurs aujourd'hui, vous êtes un observateur averti sur quel et quel athlète le public sportif peut compter aujourd'hui pour aller à la conquête des couronnes à l'international. On parle de qui et qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je peux quand même vous dire que en dehors d'un certain Clément Lecroc que tout le monde connaît, il y a d'autres noms. Hein. Et Ghislain Vaudouessi? Vaudouessi qui est actuellement au Ghana pour la préparation d'un éventuel combat. Il y a Damien Zanou qui est la nouvelle coqueluche de la boxe professionnelle, un jeune étudiant qui a décroché un titre régional au Nigeria. C'est plutôt rare de voir les intellectuels dans ce milieu. Bien évidemment. Et ceci... en dehors de lui, un certain Adam Salanon, il y en a une dizaine, seulement que je rejoins un peu M. Actu qui disait qu'il faut quand même essayer de maintenir l'existant. Et mais dans un thème clair, je peux vous rassurer que pour le faire, il faut forcément des acteurs qui s'en occupent, notamment les promoteurs. Et vous l'avez souligné à l'entente de votre introduction en ce qui concerne la boxe, que les promoteurs sont-ils rares? Et on le croit de le connaître, et certainement, le Bénin n'a plus assez de promoteurs. Parce que le sponsoring qu'on l'avait annoncé, il y a aussi à un moment donné un désintéressement total de la chose juridistique. C'est vrai, comme je l'ai dit, aujourd'hui les gens ont commencé par s'intéresser plus ou moins. On ne voit pas encore les galas en bas le Duform, mais ça viendra. Même des acteurs de la sous-région souhaiteraient venir organiser des galas. Et vous savez, en tout cas, le comité exécutif viendra à vous expliquer, parce que je ne suis pas membre du comité exécutif. Non, pas du tout. Ben, étant dans le sérail, M. Pierre Envie et ses collaborateurs. Un peu dans le sérail de la discipline, je peux vous rassurer que d'ici là, la boxe béninoise va retrouver sa place à travers des galas en bord du Duform. Ce sera tant mieux pour le public sportif béninois parce que pendant plusieurs années, cette discipline quand même a tenu en haleine tout un pays. On se rappelle encore de ces couronnes à l'international gagnées et enchaînées et de temps en temps, mais qui manquent aujourd'hui à ce sport. Vous rassurez du retour de la boxe béninoise à la même hauteur que ça a été attendu? Bien évidemment, peut-être on ira même au-delà des acquis de 90, parce que c'est l'indicateur au niveau de la boxe professionnelle, c'est au niveau des années 90 que nous avons connu les trois glorieuses, Aristide Stagbo, Georges Bokor, Nazek Padenou. Après, cette génération fut la génération de Ange Adiaro, Victor Padenou, tout ceci grâce à Barthélemy Aloukonou, père et son âme. Et vous voyez, il faut des acteurs comme ce monsieur-là qui a tout donné à la discipline. Et je crois que d'ici là, nous allons revenir les plus belles manières. Merci. Merci Edgar Adoukonou. Atuselo, un mot pour conclure cette émission? Merci pour l'invitation et espérer que nous allons mettre les moyens dans le sport, mais bien mettre ces moyens-là pour avoir le fruit escompté. Voilà le sport qui assure
la visibilité, surtout la diplomatie de tout un pays. Ainsi s'arrête l'aventure de ce lundi 13 mai de l'année 2024. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure pour décrypter bien sûr l'actualité sportive de la semaine. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive le lundi, ce sera le lundi 27 mai prochain pour une autre édition de Canal Sport. Bonne soirée.